Bonjour, bonjour! Bienvenue dans le podcast de l'externe. Ça fait un long moment, mais aujourd'hui on va faire l'item 81 sur les altérations chroniques de la vision. Et oui, effectivement, ça fait relativement longtemps. J'avoue qu'il y a eu Des un vacances. passage à vide. Non, 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 c'était pas des vacances, au contraire, c'était un stage de médecine polyvalente qui était beaucoup plus prenant que prévu. Bon, d'ailleurs, j'ai pas fini tout à fait, il me reste encore 2 semaines et demie. Voilà, mais j'ai pris le temps pour me relancer parce que là, franchement, j'étais dans un cercle vicieux. Donc, il est temps de reprendre les choses en main. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. D'ailleurs, il me semble que c'est le début des EDN la semaine prochaine. Donc s'il y a Mhm. des... Ouais, c'est les EDN la semaine prochaine. Du 14 au, je sais plus, Mais si tôt? 16 ou 17. Et oui, ça arrive super tôt. Ah oui, c'est vrai. Donc force à vous tous. Franchement, je pense fort fort à vous. J'espère que... Imaginons, on ne sait jamais si le matin du concours vous écoutez un petit épisode et que ça va vous permettre de trouver la réponse à l'item qu'il vous manquait, ben ça pourrait être exceptionnel et n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça donnera de la force à tout le monde. Allez, bon, trêve de blabla, on commence directement dans le vif du sujet par les étiologies. Donc les principales étiologies d'altération chronique de la vision. Alors, les causes de baisse d'acuité visuelle progressive au long cours. Il y a la cataracte, la communément appelée cataracte. Elle peut être de plusieurs types, elle peut être nucléaire, elle peut être corticale ou sous-capsulaire postérieure. Voilà, on y reviendra plus tard, je pense. Deuxième cause en tout cas de baisse d'acuité visuelle progressive au long cours, il y a le glaucome à angle ouvert évolué. Donc là, il y a une triade diagnostique qui permet de l'évoquer. Ça va être une élévation du tonus oculaire, plus des altérations du champ visuel, plus une excavation glaucomateuse de la papille. Et c'est souvent bilatéral. Troisième type, il va y avoir les dystrophies rétiniennes héréditaires. Ça, c'est aussi bilatéral souvent. Donc, dans les dystrophies rétiniennes héréditaires, il y a les maculopathies héréditaires et les dystrophies rétiniennes héréditaires périphériques. Donc dans les maculopathies héréditaires, on a la maladie de Stargardt, ça c'est la plus fréquente. Il y a la maladie de Best, comme le meilleur en anglais, et la dystrophie des cônes. Et les cônes, c'est un accent circonflexe et un seul N. Voilà. Et dans les dystrophies rétiniennes héréditaires périphériques, on va avoir les rétinopathies pigmentaires. Et donc ça sera constitué par l'héméralopie, H-E-M-E, voilà, alopie, et les ostéoblastes au fond d'œil. Voilà, voilà. Ça, c'est compliqué, franchement. Les ophtalmos, ceux qui passent les EDN, ne prenez pas ophtalmo, c'est l'enfer. Voilà, petit tips. Ensuite, on a les syndromes dits de l'interface vitréo-maculaire. Donc, l'interface entre le corps vitré et la macula. J'imagine, voilà, je suis comme pauvre petit medjay, mais bon, je m'avance un peu. Et donc ça, c'est souvent unilatéral, ces syndromes dits de l'interface vitromaculaire. On va avoir les membranes épimaculaires et les trous maculaires. Voilà. Dans les autres causes des baisses d'acuité visuelle progressive au long cours, on va avoir ensuite la dégénérescence maculaire liée à l'âge, communément appelée l'ADMLA, dont on se rappelle tous les pubs qui passaient à la télé à un moment. Je ne sais pas si ça passe toujours d'ailleurs, mais donc ça c'est souvent bilatéral mais asymétrique, donc pas le même trouble visuel de chaque œil, mais ça touche souvent les deux yeux. Il y a les stades précoces, ce qui s'appelle le drusen, voilà, D-R-U-S-E-N. Il y a les formes atrophiques et il y a aussi les formes exsudatives. Donc là on va trouver des néovaisseaux choroïdiens maculaires. Ensuite, il y a les œdèmes maculaires, œdème de la macula. Donc on va avoir dans ces œdèmes maculaires la maculopathie diabétique. Donc ça c'est souvent bilatéral. On peut avoir l'occlusion de la veine centrale de la rétine. Ça c'est généralement unilatéral. On a des œdèmes maculaires en post-chirurgie de cataracte qui s'appelle le syndrome d'Irvine-Gass.
gas Ga2S, ça représente 3% des cas. Il y a les uvéites, donc postérieures la plupart du temps, et plus rarement les uvéites antérieures quand elles sont chroniques. Et on peut avoir aussi comme cause d'œdème maculaire des néovaisseaux choroïdiens et intrarétiniens. Donc ça, c'est la principale cause de ça, c'est la DMLA exsudative, donc avec des néovaisseaux choroïdiens et intrarétiniens. Voilà. Ensuite, dernière catégorie dans les causes de baisse d'acuité visuelle progressive, on va avoir les maculopathies toxiques, qui sont souvent bilatérales. Et donc ça va être un peu iatrogène, on va dire. Donc ça va être la maculopathie aux antipaludéens de synthèse, avec notamment l'hydroxychloroquine, j'imagine. On peut avoir la maculopathie aux inhibiteurs MEK, MEK. Les inhibiteurs de MEK, c'est quoi? Ça peut être quoi les inhibiteurs de MEK? Bon, j'ai pas de blague précisément là-dessus, vous m'en mettrez dans les commentaires. Et la maculopathie au nitrite d'alkyle, entre guillemets poppers, ça on les connaît bien. Voilà, ces maculopathies toxiques souvent bilatérales. Alors, les altérations du champ visuel, il y a différents types d'altérations qui peuvent mener à une altération du champ visuel. Il va y avoir premièrement l'altération du champ visuel par l'atteinte rétinienne, l'atteinte de la rétine, avec comme symptômes des scotomes centraux ou paracentraux, qui sont très souvent associés à une baisse d'acuité visuelle, exemple la DMLA. Et on peut aussi avoir comme autre symptôme des déficits périphériques du champ visuel. Plutôt que les scotomes centraux, là ça sera au contraire des déficits périphériques du champ visuel. Et par exemple, on le retrouve dans le décollement de la rétine régmatogène et la rétinopathie pigmentaire par exemple. Donc ça c'était par atteinte rétinienne. Ensuite, on peut avoir les altérations du champ visuel par l'atteinte des voies optiques, donc directement sur les nerfs. Donc premièrement, voilà, les atteintes du nerf optique. On va voir par exemple les névrites optiques rétrobulbaires de la sclérose en plaques, qui est souvent unilatérale. Les neuropathies optiques ischémiques antérieures, la fameuse NOIA, ça c'est souvent unilatéral. Les neuropathies optiques, toujours puisqu'on est sur le nerf optique, toxiques et métaboliques, là pour le coup, c'est plutôt généralement bilatéral, comme on est sur un truc un peu plus systémique, on va dire, avec un effet toxique et métabolique. Donc là, on peut avoir ces neuropathies optiques toxiques et métaboliques sur de l'éthylisme chronique, médicamenteuse, avec notamment l'éthambutol, des causes professionnelles, notamment les gens qui travaillent en contact avec du plomb, et métaboliques, donc liées au diabète. Voilà, le diabète peut faire ces neuropathies optiques toxiques et métaboliques. Là pour le coup c'est plus métabolique. Et enfin les causes tumorales, donc les neuropathies optiques tumorales. Donc là ça peut être les tumeurs intraorbitaires, un gliome du nerf optique, un méningiome des gaines du nerf optique, et ça peut aussi être des tumeurs de l'étage antérieur du crâne, par exemple un méningiome du sphénoïde, etc. Voilà pour les atteintes du nerf optique. Après, comme autre altération du champ visuel par atteinte des voies optiques, on va avoir les lésions du chiasma optique, ce qui va provoquer une hémianopsie bitemporale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux tempes vont être aveugles, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y aura une réduction du champ visuel en latéral. Donc la principale cause, ça va être les adénomes de l'hypophyse. Ça se représente par le syndrome chiasmatique progressif débutant par une hémianopsie bitemporale supérieure, les adénomes de l'hypophyse. Et il y a d'autres causes chez l'adulte, à savoir le méningiome du tubercule de la selle, l'anévrisme de la carotide interne et le craniopharyngiome. Voilà, ça c'est chez les adultes. Et chez les enfants, il y a d'autres causes spécifiques qui sont représentées par le gliome du chiasma,
qui survient souvent dans le cadre d'une maladie de Recklinghausen. Et il y a aussi le craniopharyngiome chez les enfants. Voilà, mais principalement, ça va être provoqué par les adénomes hypophysaires. Donc ça, c'était les lésions du chiasma optique. Et ensuite, il y a les lésions rétrochiasmatiques, donc en arrière du chiasma. Donc là, il y aura 3 étiologies principales, vasculaire, tumorale ou traumatique. Vasculaire, donc c'est provoqué par un AVC ou un hématome compressif. Et ça va provoquer, cette lésion rétrochiasmatique, une hémianopsie ou même une quadranopsie latérale homonyme d'installation brutale. Donc tout un côté qui sera aveugle du même côté de la lésion, puisque c'est latéral homonyme. Et tumoral, ça va être une hémianopsie ou une quadranopsie latérale homonyme, pareil, mais d'installation progressive cette fois-ci, et pas d'installation brutale. Voilà, comme on peut l'imaginer, l'AVC c'est brutal, la tumeur ça évolue. Et traumatique, donc là on aura une hémianopsie ou une quadranopsie latérale homonyme, comme toujours pour les lésions rétrochiasmatiques. Et là, ça sera contemporain du traumatisme, c'est-à-dire que avant le traumatisme, il n'y a aucun déficit. Après le traumatisme, on a cette hémianopsie ou cette quadranopsie latérale homonyme. Voilà. Donc ça, c'était les atteintes des voies optiques. Et on peut aussi avoir la cécité corticale. Donc là, c'est vraiment le cortex qui déconne. Et la cause la plus fréquente, c'est l'accident vasculaire cérébral dans le territoire vertébro-basilaire, qui vient irriguer la partie du cortex qui gère la vue, tout simplement. Voilà. Bon, ça c'était la première grande partie avec les étiologies. Et donc ça c'est du rang A, c'est vraiment le plus important. J'espère qu'on va y revenir peut-être un peu plus détaillé ou un peu plus de concret en tout cas, parce que là c'était vraiment une liste qui est assez indigeste. Alors, maintenant on va voir comment on fait le diagnostic positif avec la sémiologie et les moyens de dépistage d'un syndrome maculaire. Le syndrome maculaire, c'est quoi? Ça va être un ensemble de symptômes qui vont associer de manière variable une baisse d'acuité visuelle à un scotome central, des métamorphopsies, des macro- ou micropsies, une dyschromatopsie, une photophobie et ou une diminution de la sensibilité au contraste. Donc voilà, ça va être la baisse de l'acuité visuelle avec tous ces signaux, tous ces symptômes visuels qu'on vient de citer. C'est généralement causé par la présence de liquide au niveau maculaire. Donc ça peut être lié à un œdème maculaire ou à un décollement rétinien séreux, avec des sérosités autour de la rétine. Ça peut être lié donc à cette présence de liquide au niveau de la macula. Ça peut être lié à une membrane épirétinienne autour de la rétine ou un trou maculaire. Voilà, ça c'est les 3 causes du syndrome maculaire. Le dépistage d'un syndrome maculaire, ça va reposer sur, premièrement, l'anamnèse à la recherche des symptômes qu'on vient de mentionner ci-dessus. Donc ça c'est l'ophtalmo qui va le faire en consultation, donc l'anamnèse à la recherche de ces symptômes, la recherche d'une baisse de l'acuité visuelle corrigée de loin et de près, et on va pouvoir aussi faire une tomographie par cohérence optique, qu'on appelle OCT, et qui va retrouver une altération anatomique de la macula. On verra un œdème, un décollement séreux rétinien, comme on l'a dit, ou une atrophie de la macula. Donc ça c'est en consultation ophtalmo. Et le dépistage, il peut aussi se faire par un autodépistage directement par le patient. Et donc là, il y a quelque chose qui s'appelle la grille d'Amsler. Donc ça, c'est la recherche d'un scotome central ou de métamorphopsies qui peuvent être objectivées en regardant avec un seul œil, puis avec l'autre œil. Et on va regarder le point central de la grille d'Amsler, qui est constitué d'un quadrillage régulier. Et en cas de syndrome maculaire, il y a une partie de la grille qui n'est pas vue, dans le cadre de scotome, où on va observer une grille qui serait déformée. Et donc là, ça s'appelle les métamorphopsies. Voilà, donc là, il y a l'image de la grille d'Amsler normale, le A, que je vais mettre dans le post Insta, et on ne perd pas les bonnes habitudes.
Et le B à côté, donc ça serait la grille d'Amsler qui serait vue avec un scotum ou une métamorphopsie. Donc on voit que la grille est déformée et il y a un point, une sorte de flou central. Voilà, donc on voit pas bien le point de la grille d'Amsler. Ça se fait en cachant un œil puis l'autre. Ok, donc maintenant on va voir un petit peu les modalités de l'interprétation d'un réflexe photomoteur direct et consensuel. C'est pour faire aussi un diagnostic positif. Donc le réflexe photomoteur c'est quoi? Je pense que là tout le monde est à peu près au clair là-dessus. C'est la constriction pupillaire, autrement appelée le myosis, qui survient à l'éclairement d'un œil. Ça fonctionne de façon analogue au diaphragme automatique d'un appareil photo ou d'une caméra. Bon, ça c'est sur les anciens appareils photo, enfin ou les appareils photo professionnels, on va dire, sur les téléphones, ça y est pas ce diaphragme. Donc on va faire un petit peu d'anatomie de ce réflexe photomoteur pour voir comment ça fonctionne. Donc il va y avoir une voie afférente du réflexe photomoteur, donc c'est celui qui va acheminer les informations de l'œil vers le cerveau, on va dire. Donc cette voie afférente, donc ça va cheminer avec les voies optiques. Ça débute au niveau des photorécepteurs rétiniens qui vont être du coup stimulés par la lumière. Ça va être ensuite relayé par les fibres pupillomotrices qui cheminent le long des nerfs optiques jusqu'au chiasma, où elles vont subir une hémidécussation. Donc ça, si on se rappelle un peu les cours de neuro de Passès, la décussation, ça va être quand les fibres, elles vont changer de côté par rapport à leur trajet, au trajet nerveux. Voilà comment je pourrais le décrire à peu près. Et ensuite, ça va cheminer le long des bandelettes optiques jusqu'au corps genouillé externe. Et là, elles ne suivront pas les radiations optiques, mais elles vont gagner les deux noyaux du 3. Le nerf 3. Voilà, qui est le nerf. Je te mets la pression, c'est le nerf oculomoteur, je pensais, le 3. Voilà, donc ça c'était la voie afférente du réflexe photomoteur. Et ensuite, bien sûr, on va voir une voie efférente du réflexe photomoteur qui est parasympathique d'ailleurs. Parce que voilà, le myosis c'est l'or du parasympathique qui va emprunter le trajet du 3 et qui va se terminer au niveau du sphincter de l'iris qui va permettre de le resserrer. Chez un sujet normal, à l'éclairement d'un œil, on va observer un myosis réflexe du même côté. C'est le réflexe photomoteur direct. Voilà, on met la lumière dans l'œil, il y a un myosis. Ça, c'est le réflexe photomoteur direct. Mais du fait de l'hémidécussation des fibres pupillomotrices au niveau du chiasma, donc le fait que derrière un œil, il y a les fibres afférentes du réflexe photomoteur qui vont les décusser, donc passer de l'autre côté des voies nerveuses qui sont responsables de la vue. Et bien, comme ces fibres vont passer de l'autre côté, on aura aussi, par la voie du nerf 3, du nerf oculomoteur contralatéral, un myosis de l'œil opposé. Et c'est donc ce qu'on appelle le réflexe photomoteur consensuel. Et donc c'est pour ça que quand on met la lumière dans un œil, on observe un myosis de cet œil, mais en même temps on observe également un myosis de l'autre œil. Voilà, donc ça, c'est le réflexe photomoteur consensuel. Lors d'une mydriase d'origine sensorielle, donc là la mydriase opposée de myosis, donc dilatation de la pupille. Donc lors d'une mydriase d'origine sensorielle, qui est secondaire par exemple à une baisse de vision sévère, lors d'une occlusion de l'artère centrale de la rétine, lors d'une neuropathie optique, et bien là, à l'éclairement de l'œil atteint, la voie afférente du réflexe photomoteur, elle va être supprimée, du fait de la baisse de vision, tout simplement. Et du coup, le réflexe photomoteur direct, il est aboli, mais également le réflexe photomoteur consensuel. Parce que la voie afférente n'a aucune information, tout simplement. Comme il n'y a pas de... on ne voit pas de cet œil. Je vais mettre mon téléphone en silencieux, puisqu'il commence à me gaver. Hop là. Donc voilà. Et par contre, lorsqu'on va éclairer l'autre œil, qui normalement verra comme il faut,
Et bien là, à l'inverse, la voie afférente, elle est normale sur cet œil, et la voie efférente, comme elle est normale sur les deux yeux, ben, le réflexe photomoteur il sera conservé aux deux yeux. Voilà, tout simplement. Donc on aura, même sur l'œil pathologique, on aura quand même une myosis, mais lorsque l'autre œil sera éclairé. Parce que du coup, ça sera le réflexe photomoteur consensuel. J'espère que vous avez bien compris ça, mais c'est intéressant, hein, franchement. Voilà, donc ça c'était lorsque la mydriase était d'origine sensorielle, qui est donc secondaire à la baisse de la vision sévère. Lors d'une mydriase paralytique maintenant, donc c'est une mydriase par paralysie du nerf 3, du nerf oculomoteur qui permet de faire le myosis. Lorsque ce nerf est paralysé, et bien du coup, comme il n'y aura pas de myosis possible, ben, l'œil sera en mydriase automatiquement. Et bien là, lorsqu'on va éclairer l'œil atteint de cette mydriase paralytique, la voie afférente du réflexe photomoteur, elle est conservée. Donc on va observer une abolition du réflexe photomoteur direct, il n'y aura pas de myosis, de l'œil atteint parce qu'il y a une paralysie du sphincter de l'iris. Et par contre, si vous avez bien suivi, le réflexe consensuel, il va être conservé parce qu'il y a bien la voie afférente et il y a bien la voie efférente contralatérale qui marche. Donc, pas de réflexe photomoteur direct, mais réflexe photomoteur consensuel qui sera conservé. Et à l'inverse, lorsqu'on va éclairer l'autre œil, qui n'est pas pathologique, le réflexe photomoteur direct, il est conservé, mais par contre, le réflexe photomoteur consensuel, donc celui de l'œil atteint, il va être aboli, parce qu'on a le sphincter de l'iris qui ne marche pas. Voilà comment on peut différencier une mydriase paralytique d'une mydriase sensorielle. C'est intéressant. Donc, ainsi, voilà, on a un petit rappel, une petite conclusion sur cette partie. Dans une mydriase sensorielle, donc par cécité, voilà, l'œil ne voit pas, les réflexes photomoteurs directs et consensuels sont tous les deux abolis à l'éclairement de l'œil atteint, tandis qu'ils sont tous les deux conservés à l'éclairement de l'autre œil. Ça, c'est assez simple. Dans une mydriase, par contre, paralytique, les réflexes photomoteurs directs et consensuels de l'œil atteint sont abolis, alors que ceux de l'œil sain sont conservés. La voie efférente sympathique, donc contrairement à la voie parasympathique, elle va assurer la dilatation pupillaire, la mydriase. Pourquoi? Comment on peut s'en rappeler? La voie efférente sympathique ou orthosympathique, c'est celle qui est activée lors d'un stress. Lors d'un stress, il y aura les pupilles qui vont s'élargir pour capter le maximum de lumière pour pouvoir fuir même dans le noir. Voilà, ça c'est ce qui se passe en fait depuis notre évolution de l'espèce humaine. Donc voilà, l'effet sympathique de la voie efférente de l'œil va assurer la dilatation pupillaire, donc la mydriase. Cette voie efférente sympathique, elle naît dans l'hypothalamus, puis elle suit un trajet complexe qui va passer notamment par le ganglion cervical supérieur et la carotide primitive. Ensuite, elle va gagner l'orbite et le muscle dilatateur de l'iris. Et donc là, il y a un rameau qui va se détacher dans l'orbite et qui va gagner un muscle intrapalpébral, donc dans la paupière, qui s'appelle le muscle rétracteur de la paupière supérieure, qui s'appelle aussi le muscle de Müller. Et donc ça, c'est à différencier du muscle releveur de la paupière supérieure et non pas rétracteur de la paupière supérieure. Parce que le releveur de la paupière supérieure, il est sous la dépendance du nerf oculomoteur, le nerf 3. Voilà, voilà. Donc voilà, donc toute lésion sur le long de ce trajet entraînera un myosis et un ptosis du même côté. Est-ce que ça vous met un petit tilt là, le myosis plus le ptosis du même côté? Et oui, c'est bien ce qu'on retrouve dans le syndrome de Claude Bernard Horner. Donc c'est une lésion sur le trajet de la voie efférente sympathique. Voilà. Et en plus, dans le syndrome de Claude Bernard Horner, on aura une énophtalmie, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça, c'est à l'inverse de l'exophtalmie, ça va être l'œil qui va rentrer un peu dans l'orbite. Voilà pour... c'était quoi cette partie? Sur le réflexe photomoteur, direct et consensuel.
Voilà, ça je trouve que c'est du concret ça, et c'est quand même intéressant parce que quand on fait des examens neuro, souvent on met la lumière dans l'œil. Voilà, on met pupille IRS des fois sans même trop savoir à quoi ça correspond, mais voilà, maintenant au moins ça sera clair pour tout le monde. Alors, comment... Donc là c'est quoi? Il y a un lien vers un schéma du réflexe photomoteur direct et consensuel lorsqu'il est normal ou pathologique. Et dans l'exemple qu'on montre, c'est l'œil droit qui est éclairé. Voilà, donc là il y a un petit schéma. Je le mettrai sur la publication Instagram. C'est quand même magnifique de pouvoir mettre de l'iconographie comme ça. C'est une chance qui nous est donnée et qu'on va saisir. J'en fais trop? Peut-être, bon, c'est pas la question. Alors, maintenant, les principaux examens complémentaires en ophtalmologie et leurs indications. Donc là, important pour les ophtalmos. Pour les autres, bon, voilà, on adressera les patients chez les ophtalmos qui connaîtront ça sur leur bout des doigts. Alors, déjà, les examens complémentaires vont être différents selon la partie de l'œil que l'on cherche à explorer. Donc les examens complémentaires pour le segment antérieur, il va y en avoir deux. Il y aura la topographie cornéenne et la biométrie. La topographie cornéenne, qu'est-ce que c'est? Ça permet de recueillir des informations qui sont relatives à la courbure de la cornée ou à son relief, l'élévation, si on veut, de la cornée, grâce à la projection et l'analyse du reflet d'un motif lumineux qui va éclairer ou balayer la cornée. Donc on va balayer un motif lumineux ou éclairer directement la cornée et on va voir la réflexion de ce motif lumineux qui va nous donner des informations sur la courbure ou le relief. Les images qui sont recueillies vont être analysées sous forme de cartes en couleur. Et donc là, cette topographie cornéenne elle va être prescrite pour analyser l'astigmatisme, notamment à la recherche d'un kératocone. Voilà, ça c'était un mot assez stylé, je trouve. Topographie cornéenne. Ensuite, biométrie. Donc ça, c'est une mesure qui est couplée à la courbure de la cornée, qui s'appelle aussi la kératométrie. Et ça va être la mesure de la courbure de la cornée qui va être associée à la longueur antéro-postérieure, donc axiale si on veut, de l'œil. La mesure elle va être réalisée à l'aide d'un dispositif optique et elle va être utilisée notamment pour le calcul de la puissance d'un implant en chirurgie de la cataracte. Voilà, en chirurgie de la cataracte, on met un implant. Et pour calculer la puissance un peu de convergence, on va dire, de cet implant, eh bien, on va utiliser la biométrie qui va coupler les mesures de la courbure de la cornée et la longueur antéro-postérieure de l'œil. Voilà pour les examens complémentaires du segment antérieur. Ensuite, on aura les examens complémentaires du nerf optique. Et à la fin, on passera à ceux de la rétine. Donc pour le nerf optique, déjà, il faut savoir que le champ visuel, c'est la portion de l'espace qui est embrassée par l'œil, regardant droit devant lui et immobile. Donc la définition du champ visuel, c'est ça. C'est l'œil quand il regarde droit devant lui et qu'il reste immobile, c'est tout ce qu'il peut voir autour de lui. L'examen du champ visuel, qui s'appelle aussi la périmétrie, ça va étudier la sensibilité à la lumière à l'intérieur de cet espace, donc du champ visuel, en appréciant la perception par le sujet examiné de tests lumineux qui sont d'intensité et de taille variable. Il existe deux principales méthodes d'examen du champ visuel, la périmétrie donc cinétique et la périmétrie statique. La périmétrie cinétique, donc on va imaginer qu'il y a une notion de mouvement. Ça va être réalisé à l'aide de l'appareil de Goldman, Jean-Jacques de son nom. On projette sur une coupole un point lumineux de taille et d'intensité lumineuse donnée, et on va déplacer ce point lumineux de la périphérie vers le centre jusqu'à ce qu'il soit perçu par le patient. Cette manœuvre elle va être répétée sur différents méridiens sur les 360 degrés qui entourent le centre de l'œil. L'examen du champ visuel en périmétrie cinétique va être donc particulièrement adapté à l'exploration des déficits périphériques, notamment les hémianopsies et les quadranopsies. C'est la méthode d'examen de choix
en neuro-ophtalmologie. Donc voilà, l'examen de choix dans l'examen du nerf optique, on va dire. La périmétrie statique maintenant. Donc là, dans cette méthode, on présente un test lumineux qui sera fixe pour le coup, dont on va augmenter l'intensité jusqu'à ce qu'il soit perçu par le sujet. C'est une méthode d'examen qui est plus précise, parce qu'elle va explorer de façon fine le champ visuel central, et elle est ainsi particulièrement indiquée dans la pathologie du nerf optique au cours du glaucome. C'est la méthode de choix, d'ailleurs, dans le dépistage et la surveillance du glaucome primitif. De plus en plus couramment, à l'heure actuelle, l'examen du champ visuel va être réalisé à l'aide d'appareils automatisés. Donc ça va permettre d'augmenter encore la sensibilité et la précision. Une des principales indications de la périmétrie statique, c'est pour le diagnostic et le suivi du glaucome primitif, comme on l'a dit. En effet, les premières altérations du champ visuel sont des atteintes très localisées de siège central. Donc voilà, au lieu d'aller explorer la périmétrie, donc le champ visuel, l'examen du champ visuel sur la périphérie, donc en faisant bouger un point lumineux, et bien là, on se met pile au centre et on augmente l'intensité du point lumineux. Donc c'est une périmétrie statique puisque le point lumineux ne bouge pas. Et enfin, troisième examen complémentaire du nerf optique, ça va être les potentiels évoqués visuels, qu'on appelle les PEV. Ils représentent les potentiels d'action qui naissent au niveau du cortex occipital à la suite d'une stimulation lumineuse de la rétine. Ils explorent donc les voies optiques dans leur globalité, bien sûr, de la cellule ganglionnaire au cortex occipital, et ils sont un apport au diagnostic des neuropathies optiques. Ils vont être particulièrement intéressants dans la sclérose en plaques, au cours de laquelle ils peuvent en effet être altérés en dehors de toute neuropathie optique cliniquement décelable. Voilà, donc ça c'est un truc très précoce qui va pouvoir aider dans le cadre de neuropathie optique. Voilà pour les examens complémentaires du nerf optique, donc de neuro-ophtalmologie. Et maintenant on va voir les examens complémentaires pour la rétine. On va en avoir pas mal, hein. Donc ça c'est des examens un peu plus classiques qu'on peut retrouver dans d'autres choses que l'ophtalmologie, pour certains. Ça va être déjà l'angiographie. Donc là, c'est la prise de cliché du fond d'œil après l'injection intraveineuse d'un colorant fluorescent qui est, suivant les indications, soit de la fluorescéine, soit du verre d'indocyanine. Voilà, c'est des colorants fluorescents tout simplement. Donc c'est un examen de réalisation assez simple, hein. Il ne présente que peu d'effets secondaires et de complications, et il peut être du coup pratiqué chez la femme enceinte. Il existe cependant un très faible risque, mais qui est quand même réel, de choc anaphylactique en réaction à ce colorant. Donc les deux colorants qui sont utilisés, on les a dit, c'est la fluorescéine, donc là c'est pour l'étude dynamique de la vascularisation rétinienne, et le verre d'indocyanine, il n'est pas utilisé tout à fait pour la même raison. Là, celui-ci, le verre d'indocyanine, il permet de visualiser des vaisseaux choroïdiens qui sont pathologiques. Ça va vasculariser un angiome de la choroïde, par exemple, mais surtout les néovaisseaux choroïdiens que l'on obtient, que l'on retrouve dans la DMLA, notamment. Donc voilà pour l'angiographie, cliché du fond d'œil après l'injection d'un colorant fluorescent. Ensuite, on va pouvoir réaliser un électrorétinogramme. C'est un enregistrement en fait, du potentiel d'action rétinien secondaire à une stimulation lumineuse de la rétine à l'aide d'une électrode cornéenne. L'ERG, donc l'électrorétinogramme, il va traduire une réponse globale de la rétine et il ne va être altéré qu'en cas de lésion rétinienne étendue. Donc, par exemple, si on a une atteinte maculaire qui serait responsable d'une baisse d'acuité visuelle sévère, eh bien, ça peut s'accompagner d'un ERG normal. Voilà, parce que c'est très localisé si on veut. Même si ça fait une baisse d'acuité visuelle sévère, la macula, elle est localisée. Donc là, il faut des lésions rétiniennes étendues. L'ERG multifocal, ça existe, ça, et ça permet d'identifier une atteinte maculaire. Parce que ça vient prendre en fait le potentiel d'action rétinien à plusieurs endroits. Donc ça permet de
sensibiliser un peu l'examen, si je puis dire. Et donc là, il s'agit d'un examen très utile au diagnostic de dystrophie rétinienne héréditaire. Voilà pour l'électrorétinogramme. Ensuite, dans les choses encore spécifiques à l'œil, il va y avoir l'électro-oculogramme. Donc ça, c'est un peu différent. Ça permet de mesurer l'activité de l'épithélium pigmentaire de l'œil. Voilà, mais sinon, c'est un peu le même principe. Ensuite, on va pouvoir faire une tomographie en cohérence optique. Donc, tomographie, c'est un scanner, en fait. Et donc là, en cohérence optique, ça veut dire qu'en fait, c'est une méthode d'examen non invasive, d'imagerie du coup, qui permet d'obtenir des coupes, entre guillemets, de la rétine, qui va être d'une précision nettement supérieure à celle de l'échographie. Sa principale application, donc l'OCT, la tomographie en cohérence optique, c'est l'étude des affections maculaires. Ça permet de confirmer le diagnostic d'une membrane prémaculaire ou d'un trou maculaire, par exemple. Ça permet de quantifier également un œdème rétinien maculaire, par exemple dans le cadre de la DMLA, du diabète, des occlusions veineuses. Et ça permet aussi de voir l'évolution sous un traitement par la mesure de l'épaisseur maculaire. Parce que comme ça fait des coupes, on voit exactement l'épaisseur de la macula. Ça permet aussi de visualiser et de localiser des néovaisseaux choroïdiens dans la DMLA. Donc voilà, c'est pour étudier les affections maculaires en premier lieu. C'est aussi utilisé, l'OCT, donc la tomographie en cohérence optique, dans le dépistage et le suivi du glaucome chronique, car ça permet de mettre en évidence la perte de fibre optique, qui est le premier signe du glaucome. Voilà. Et enfin, dernier examen de la rétine, ça va être l'échographie. Donc là, l'échographie en mode A, voilà, a pour principal intérêt d'apprécier la longueur du globe oculaire. L'échographie en mode B, elle a pour indication essentielle le dépistage d'un éventuel décollement de la rétine lors de troubles des milieux oculaires, ou ça peut permettre de rechercher et de localiser un corps étranger intraoculaire, ou même d'aider au diagnostic d'une tumeur intraoculaire ou intraorbitaire, par exemple. Donc l'échographie, elle a quand même bien sa place, l'échographie de l'œil. Voilà. En mode A, plutôt pour la longueur du globe oculaire, ou en mode B, pour trouver des décollements de rétine ou des corps étrangers ou des tumeurs. Voilà, voilà. Allez, je reprends un peu mon souffle et on est reparti pour la suite. On est à peu près à la moitié de l'épisode. Je ne sais pas combien de temps ça fait que ça enregistre. Cela fait 37 minutes. Donc ça va être un épisode assez long, d'une heure, je pense, facile. Donc voilà, il faut être accroché. On ne perd pas les bonnes habitudes. Donc là, on va parler plus de la DMLA. On va voir d'abord la définition. La DMLA, c'est quoi? Donc c'est déjà la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une atteinte de la macula qui survient chez des sujets qui ont plus de 50 ans et qui comporte une ou plusieurs anomalies rétiniennes que je vais citer. Le drusen, qu'on a vu un peu plus tôt, on y reviendra. Les altérations de l'épithélium pigmentaire de la rétine, l'atrophie géographique de l'épithélium pigmentaire ou une néovascularisation choroïdienne, donc des néovaisseaux choroïdiens. L'atteinte dans la DMLA, elle va être unilatérale ou bilatérale, mais elle peut être asymétrique. Le terme de maculopathie liée à l'âge, elle va correspondre au stade débutant. Donc d'abord, c'est la maculopathie liée à l'âge. Le terme de DMLA, quant à lui, ça correspond au stade évolué. Et donc là, on aura la DMLA atrophique ou exsudative, qui sont caractérisées sur le plan fonctionnel par une baisse de l'acuité visuelle ou des métamorphopsies, ou les deux aussi. En anglais, les termes suivants sont employés, donc là je vais sortir mon meilleur accent. Early Age Related Macular Degeneration, MLA entre guillemets, entre parenthèses, et Advanced AMD, incluant atrophique AMD et exsudative AMD. Ah non, là il y avait du français glissé au milieu des termes anglais, ils ont voulu me perdre. Donc on va voir comme autre terme Advanced AMD. Et donc dans Advanced AMD,
on va avoir atrophique AMD et exsudative AMD. Donc c'est un peu comme en français, hein, tout simplement. C'est DMLA atrophique ou DMLA exsudative dans les stades avancés de la DMLA. Voilà, tout simplement. Donc la MLA, qui est la maculopathie liée à l'âge et qui est donc la forme débutante. Ça va être les stades débutants qui n'ont pas ou peu de retentissement fonctionnel. Et on aura deux choses. Le drusen. Drusen, c'est quoi? C'est les dépôts lipidiques qui sont situés sous l'épithélium pigmentaire de la rétine. Ensuite, on aura en plus du drusen dans la maculopathie liée à l'âge des altérations pigmentaires qui sont faites d'une coexistence de prolifération et d'atrophie des cellules de l'épithélium pigmentaire. Ces formes sont compatibles avec une acuité visuelle normale ou peu abaissée. Donc voilà ce qu'on peut avoir dans la MLA. Et dans la DMLA évoluée, donc ça correspond à deux aspects qui peuvent coexister. On les a dit plusieurs fois juste avant. C'est la forme atrophique, qui est dite aussi forme sèche, et la forme exsudative ou néovasculaire, qu'on appelait initialement la forme humide. Voilà, ça veut dire un peu la même chose. Donc on va parler un petit peu d'épidémiologie maintenant de la DMLA. Donc il faut savoir que la DMLA, c'est la première cause de malvoyance après 50 ans dans les pays industrialisés. La prévalence globale de la maladie, elle est de 18% après 50 ans, donc c'est pas mal, c'est quasiment une personne sur 5 après 50 ans, qui va se décomposer en 17,5% pour les formes débutantes, donc la MLA, et 0,5% pour les formes évoluées. Donc là ça va, ça représente ça représente pas beaucoup de personnes, hein. Ces chiffres vont augmenter avec l'âge, bien sûr. En Europe, les formes débutantes de DMLA vont atteindre la prévalence de 16%, 25% et 37% à partir respectivement de 65, 75 et 85 ans. Donc en gros, on va avoir un sixième des personnes qui ont une DMLA débutante à partir de 65 ans. 25%, donc une personne sur 4 à partir de 75 ans et une personne sur 3 à partir de 85 ans. Les formes évoluées, elles vont atteindre pour les mêmes âges 0,5%, 2% et 8% à 85 ans. Les formes atrophiques, elles sont plus fréquentes que les formes néovasculaires. Voilà, donc ils ont fait une méta-analyse. Les chercheurs, ils ont retrouvé que 50 millions de personnes en Europe sont atteintes de DMLA de stade débutant et 2,5 millions de DMLA de forme évoluée, ce qui correspond pour la France à respectivement 4,4 millions de personnes qui ont une DMLA débutante et 200 000 qui ont une DMLA évoluée. Dans une étude européenne qui a été faite en 2006, la fréquence de la DMLA symptomatique, donc qu'on a c'est la DMLA évoluée si on veut, hein, qui est symptomatique, donc forme atrophique exsudative, c'était à peu près 1% à 70 ans et avant, 3% entre 70 et 80 ans, et 12% après 80 ans. Et enfin, le risque de bilatéralisation à 5 ans est estimé à 50% pour la DMLA exsudative. C'est-à-dire que si on a une atteinte de l'acuité visuelle, une baisse de l'acuité visuelle liée à une DMLA sur un œil, on a une chance sur deux pour que dans 5 ans, on ait le même œil l'autre œil qui soit atteint. Voilà. Donc on en a fini un petit peu avec la DMLA. Et là, on va regarder un peu les pathologies. On va parler plus des pathologies maculaires chroniques en dehors de cette DMLA. On va en avoir 3 principalement. Ça va être les membranes épirétiniennes, les trous maculaires et les œdèmes maculaires. On va commencer par la membrane épirétinienne. Donc, en conditions normales, le vitré postérieur, il va se détacher de la région maculaire de façon physiologique vers l'âge de 50 ans. Au cours des syndromes de l'interface vitréo-maculaire, c'est l'adhérence pathologique du vitré postérieur à la région maculaire, justement, qui va être à l'origine de différentes affections, principalement les membranes épimaculaires et les trous maculaires.
Donc ces membranes et ces trous maculaires vont faire partie des syndromes de l'interface vitréomaculaire. Donc normalement ça se détache physiologiquement. Quand c'est pathologique, donc quand ça reste accroché de manière pathologique, ça fait ces syndromes de l'interface, donc les membranes épimaculaires et les trous maculaires. Dans leur forme idiopathique, ces deux affections touchent plutôt les personnes âgées. Mais les membranes et les trous maculaires peuvent se rencontrer chez les sujets jeunes, en particulier dans les suites de traumatismes, de déchirures rétiniennes ou d'inflammations endo-oculaires sévères. Dans le cas des membranes épirétiniennes, la séparation du vitré postérieur de la région maculaire va être associée à la prolifération d'un tissu fibreux à la surface de la macula. Ces membranes-là, qui sont épirétiniennes, elles peuvent rester post-symptomatiques, donc peu de symptômes, ou au contraire se rétracter, et alors là, elles vont être responsables d'une baisse de la vision et ou de métamorphopsie, donc des déformations. Au fond d'œil, ces membranes, elles vont prendre un aspect brillant, genre une sorte de reflet cellophane, entre guillemets, qui va être associé de manière variable à une distorsion du tissu rétinien qui est adjacent, et des vaisseaux également qu'on a à ce niveau-là. L'examen clé pour dépister ça, ça va être l'OCT maculaire, donc la tomographie par cohérence optique, qui va confirmer le diagnostic et qui va objectiver l'augmentation secondaire de l'épaisseur rétinienne. Ça va être un reflet du degré de contraction de la membrane en fait. Lorsque la baisse d'acuité visuelle associée est importante, la membrane peut être pelée chirurgicalement par voie de vitrectomie, donc en passant à travers le corps vitré. Donc lorsque c'est vraiment important et qu'il faut intervenir, on peut enlever cette membrane chirurgicalement. Donc voilà pour les membranes épirétiniennes. Ensuite, comme autre syndrome de l'interface vitréomaculaire, on peut avoir les trous maculaires. Donc ça c'est moins fréquent que les œdèmes, que les membranes épimaculaires. Ça va correspondre en fait à une perte de la continuité du tissu neurosensoriel dans la région maculaire par écartement des berges fovéolaires, les berges de la fovea, donc qui est le point aveugle. Donc on aura un écartement de ces berges, on aura un trou qui va se former dans la macula. Et donc là, ça va être le plus souvent d'apparition rapide, ou rapidement progressif en tout cas, avec une baisse de l'acuité visuelle et un scotome central, donc une tache aveugle si on veut. Et il y a aussi des métamorphopsies qui sont souvent associées. Et là encore, l'examen clé, ça reste l'OCT qui permet de confirmer le diagnostic, de mesurer la taille du trou et de poser l'indication chirurgicale qui va se faire aussi par vitrectomie. Voilà pour les trous maculaires. Et enfin, autre type de pathologie maculaire chronique, ça va être l'œdème, les œdèmes maculaires. Et donc là, ça se caractérise en fait par une augmentation de l'épaisseur maculaire qui est associée à une baisse de l'acuité visuelle qui est en général progressive. On peut avoir des métamorphopsies qui sont d'apparition insidieuse si la cause est chronique, ou ces métamorphopsies peuvent être aiguës si l'apparition de l'œdème est brutale. Lorsque l'œdème maculaire est important, il prend un aspect d'œdème maculaire cystoïde qui donne une image très typique en pétales de fleurs. Voilà. Et en OCT, les kystes intrarétiniens sont nettement individualisables. Donc ça peut permettre de le trouver, ça, ces œdèmes, avec l'OCT. Les principales causes de ces œdèmes maculaires, il y en a 5 qui sont recensées. Il y aura la maculopathie diabétique. Donc là, l'œdème maculaire, c'est la principale cause de malvoyance chez les diabétiques de type 2. Donc là, pour le traiter, des fois, il suffit juste d'équilibrer les facteurs systémiques, par exemple l'hypertension artérielle. Mais souvent, il y aura des traitements par injection intravitréenne d'anti-VEGF, donc quelque chose qui permet de limiter la formation de néovaisseaux, parce que c'est le vascular endothelial growth factor, le facteur de croissance des vaisseaux endothéliaux, donc ça va permettre d'inhiber ça. On peut aussi injecter des corticoïdes, de la dexaméthasone souvent, dans le vitré, et ça va être nécessaire pour parfois obtenir une amélioration fonctionnelle et également anatomique. Voilà.
Donc là, première cause d'œdème maculaire, c'est la maculopathie diabétique. Deuxième cause, ça va être l'occlusion de la veine centrale de la rétine ou d'une de ses branches dans une forme d'émateuse. Là encore, les anti-VEGF et ou les corticoïdes injectés dans le vitré permettent le plus souvent d'améliorer la fonction visuelle. Voilà, donc occlusion de la veine, ça fait un œdème. Voilà, ça peut être dans l'œil ou pas, hein, c'est un peu la même physiopathologie, donc ça se forme comme ça. Ensuite, on peut l'obtenir après une chirurgie de la cataracte. Ça survient dans environ 3% des cas, quelques semaines après l'intervention chirurgicale. Ça s'appelle le syndrome d'Irvine-Gass. Et donc, c'est dans 3% des cas de chirurgie de la cataracte. L'œdème inflammatoire post-opératoire, il va régresser dans 2 tiers des cas. Donc ça, c'est le meilleur, hein, la meilleure solution, la meilleure situation, pardon. Mais dans 1 tiers des cas, soit 1% des yeux opérés, l'évolution va se faire vers un œdème maculaire chronique avec une baisse de l'acuité visuelle permanente en l'absence de traitement. Donc voilà, là, pas de chance. 1% des yeux opérés en cas de cataracte peuvent évoluer vers un œdème maculaire chronique. Les uvéites, ensuite, autre type d'œdème maculaire. Donc, l'œdème maculaire, ça va être une des principales causes des baisses de l'acuité visuelle qui va être permanente au cours des uvéites postérieures. Il peut aussi compliquer certaines uvéites antérieures lorsqu'elles sont chroniques. Et le traitement de la cause de l'uvéite, les anti-inflammatoires par voie systémique, donc que ce soit des corticoïdes ou des immunosuppresseurs, ça peut aussi se faire par injection intravitréenne de corticoïdes, en cas d'uvéite non infectieuse bien sûr, et donc ça peut aider à améliorer le pronostic visuel. Voilà, donc il faut traiter l'uvéite pour faire disparaître l'œdème maculaire. Et enfin, dernière cause d'œdème maculaire, ça va être les néovaisseaux choroïdiens et intrarétiniens. Donc là, l'œdème maculaire, il va être entraîné par la perméabilité excessive des néovaisseaux, qui peut entraîner des baisses d'acuité visuelle aiguës ou rapidement progressives. Et donc là, c'est une urgence thérapeutique, et donc on va faire des injections intravitréennes d'anti-VEGF, qui vont être proposées rapidement afin de limiter les séquelles visuelles qui sont entraînées par ces néovaisseaux. Et donc là, la principale cause de néovaisseaux maculaires, si vous avez bien suivi, c'est la DMLA exsudative. Exsudative pourquoi ? Parce qu'il y aura cet œdème. Voilà. Donc c'est un peu plus clair, là je trouvais, pour... On a tout évoqué au début de manière un peu superficielle, on s'enfonce un peu dans les détails, je trouve que ça permet de bien fixer les choses. Alors là on va parler cataracte. Donc là vraiment ça c'est les choses des personnes âgées. Hein. Donc la cataracte c'est défini par l'opacification de tout ou partie du cristallin. Voilà, c'est comme sur la voiture, quand tu as les phares qui deviennent opaques un peu, ça voilà, c'est la cataracte. C'est lié à la vieillesse. Il s'agit d'une pathologie très fréquente et la chirurgie de la cataracte, c'est la chirurgie la plus fréquente, toute chirurgie confondue. Voilà, c'est incroyable quand même. Il y a environ 700 000 actes par an en France. C'est énorme. C'est une pathologie très fréquente. Les causes principales. Et d'ailleurs, je fais un petit rebond sur ce qu'on vient de voir précédemment. Le syndrome d'Irvine-Gass, donc on a vu que ça représentait qu'1% des opérations de la cataracte, avec la survenue d'un œdème maculaire chronique, mais 1% de 700 000. Voilà, fait le calcul, il y a quand même beaucoup de gens qui ont une baisse de l'acuité visuelle chronique, alors qu'ils pensaient recouvrer la vue par la chirurgie de la cataracte. Donc, pas de peau. Alors, première cause, c'est la cataracte liée à l'âge. Voilà, c'est la plus fréquente, elle est le plus souvent bilatérale et globalement symétrique. C'est la vieillesse de l'œil qui devient opacifié, du cristallin qui devient opacifié. Ensuite, il y a les cataractes traumatiques, et donc elles sont soit contusives, soit liées à un traumatisme perforant. Donc contusive, ça va être une contusion violente à globe fermé, qui doit être recherchée, même ancienne.
Et donc là, la cataracte, elle est souvent de type sous-capsulaire postérieur, ça a un aspect en rosace. Et donc une cataracte contusive peut se développer dans les heures qui suivent, ou au contraire plusieurs années après. Donc ça peut être assez insidieux. Et donc les autres cataractes traumatiques, si elles ne sont pas contusives, elles peuvent être liées à un traumatisme perforant. Donc là, le contexte il est très évocateur, hein. Mais certains traumatismes peuvent passer inaperçus, en particulier chez l'enfant, et il va falloir rechercher un corps étranger intraoculaire. Et donc là, on peut faire des radiographies ou des scanners de l'orbite. Voilà. Et aussi des échographies, il me semble, parce que quand on a vu les échographies, ça permettait de trouver des corps étrangers. Voilà, donc ce traumatisme perforant peut entraîner une cataracte traumatique. Ensuite, on peut avoir des cataractes qui sont secondaires à des maladies ophtalmologiques. Donc, les pathologies concernées vont être les suivantes. Les uvéites chroniques, en particulier les uvéites postérieures, qui nécessitent une corticothérapie prolongée, plus de 3 mois. Donc là, il faut penser à la responsabilité de la maladie inflammatoire, mais aussi au traitement par corticoïdes. Donc il y a une part d'inflammation liée à l'uvéite et une part iatrogène, on va dire, liée au traitement par les corticos. La myopie forte peut aussi entraîner une cataracte secondaire, les rétinopathies pigmentaires et les antécédents de chirurgie oculaire, notamment les chirurgies de décollement de rétine ou les vitrectomies. Ça peut entraîner des cataractes secondaires. Ensuite, on a les cataractes secondaires à des maladies métaboliques, donc à savoir le diabète, voilà, c'est la cause principale métabolique, et plus rarement les hyperparathyroïdies, hyper-PTH. Et ensuite, on fera les cataractes secondaires iatrogènes. Donc là, en cause, on peut incriminer les corticoïdes locaux ou les corticoïdes généraux au long cours. Donc ça va faire des formes sous-capsulaires postérieures. Et la radiothérapie orbitaire aussi. Dans le cadre de mélanomes choroïdiens ou de tumeurs de l'orbite, le fait de faire de la radiothérapie dans l'orbite, ça peut faire des cataractes secondaires qui sont iatrogènes du coup. Ensuite, on peut avoir des cataractes secondaires des maladies génétiques. Donc là, ça va être la trisomie 21 par exemple. Pas de chance, les pauvres. Et la dystrophie myotonique de Steinert, qui est l'association fréquente d'une cataracte, d'un ptosis, de troubles moteurs et d'un trouble du rythme cardiaque. Donc ça, c'est vraiment un truc super rare, un syndrome qui est quand même avec plein de symptômes différents, quoi. Voilà. Et enfin, les cataractes congénitales, donc ça peut un peu s'associer à ces maladies génétiques, mais donc là, ça peut être secondaire à une embryo ou une fétopathie, notamment la rubéole congénitale, et ça peut être aussi héréditaire, donc des cataractes familiales, on va dire. Donc, pour faire le diagnostic clinique de la cataracte, il va y avoir des signes fonctionnels et des signes cliniques. Pour les signes fonctionnels, on aura une baisse d'acuité visuelle déjà, ça c'est le premier point. Elle va être progressive, elle va prédominer en vision de loin, avec une acuité visuelle de près qui est souvent relativement conservée, sauf en cas de cataracte sous-capsulaire postérieure. Ensuite, on aura comme baisse signe fonctionnel une photophobie, donc ça va être la présence de halos colorés autour des lumières par exemple, qui va gêner la conduite de nuit par exemple, voilà. Donc ça c'est lié à la diffraction de la lumière au niveau des opacités du cristallin. Ça peut faire ensuite une diplopie monoculaire, ça c'est plus rare. Donc le patient il va voir double d'un œil et il n'y aura pas de disparition à l'occlusion d'un œil, hein. Donc c'est pas lié à quelque chose au niveau cérébral, c'est vraiment lié à l'œil qui voit double. Et enfin, on aura une modification de la perception des couleurs, donc on aura un jaunissement. Ça c'est un signe qui est plus souvent décrit après la chirurgie du premier œil et qui est retrouvé sur l'œil non opéré du coup. Voilà, sinon le cerveau s'adapte entre guillemets avec les deux yeux. Ça c'est les signes fonctionnels. Et les signes cliniques, donc là on va faire un examen clinique avec une lampe à fente.
Et ça met en évidence la présence d'opacité dans le cristallin, donc on le voit à la lampe à fente, c'est facile. Leur répartition anatomique va définir plusieurs types de cataractes. Les principales, ce sera la cataracte nucléaire, donc là c'est l'atteinte du noyau cristallinien, avec la prédominance d'une baisse de l'acuité visuelle de loin, donc on aura une myopie du coup. Ensuite on peut avoir la cataracte sous-capsulaire postérieure, on en a déjà parlé, donc ça sera l'acuité visuelle de près même là qui est déficiente dans ces formes-là. Et donc là, on aura dans la sous-capsulaire postérieure une opacification en sous-coupe devant la capsule postérieure, et on aura donc la gêne de loin et de près. Là, il faut penser notamment à l'origine métabolique et iatrogène. Voilà. Après, on peut avoir la cataracte corticale. Donc, ça va être une opacification au niveau du cortex, du cristallin. Et enfin, on peut avoir la cataracte totale. Donc là, c'est une cataracte très très évoluée qui est visible même à l'œil nu, où on aura une aire pupillaire qui sera blanche. Donc on verra l'opacification à l'œil nu. Un peu d'épidémiologie, même si on en a dit 2-3 mots. Donc la cataracte, principalement sénile, donc liée à l'âge, c'est une pathologie très fréquente, et la chirurgie de la cataracte, c'est la chirurgie la plus fréquemment pratiquée, toute chirurgie et toute spécialité confondues. Donc il y a environ 700 000 actes par an en France. Et l'augmentation de la fréquence de cette pathologie, elle est directement liée en fait au vieillissement de la population. Voilà. Donc on vieillit, mais on a la mécanique qui vieillit aussi, et donc il y a plus de cataractes fatalement. Et il s'agit de la deuxième cause de cécité dans le monde, après les amétropies non corrigées, et parce qu'il y a une grande partie de la population mondiale qui n'a pas accès à la chirurgie malheureusement. Voilà. Et maintenant, on va voir un petit peu les grandes familles médicamenteuses qui peuvent être à l'origine d'une altération chronique de la vision. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en tant que médecin, on va tous être amenés à prescrire des médicaments, enfin quasiment tous. Et il y en a certains qui peuvent entraîner des altérations chroniques de la vision, donc il faut y faire attention. On peut avoir les maculopathies médicamenteuses, on en a un peu parlé. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir les maculopathies liées aux antipaludéens de synthèse, la maculopathie aux inhibiteurs MEK, la maculopathie au nitrite d'alkyle qui est également appelée le poppers. Donc on va dire un petit mot sur chacun. Pour les antipaludéens de synthèse, donc là, un traitement au long cours par ces médicaments peut entraîner l'apparition d'une rétinopathie toxique bilatérale qui est potentiellement cécitante, donc qui va entraîner le fait qu'on soit aveugle, et irréversible, ça c'est le pire. Et le risque, il est supérieur avec la chloroquine, pour une dose cumulée supérieure à 460 grammes. C'est supérieur avec la chloroquine qu'avec l'hydroxychloroquine, dont la dose cumulée est supérieure à 1000 grammes. C'est-à-dire qu'on peut utiliser plus d'hydroxychloroquine avant d'obtenir cette rétinopathie toxique. Et ça va expliquer que la grande majorité des patients qui nécessitent la prise d'antipaludéens de synthèse sont maintenant sous hydroxychloroquine, plutôt que par chloroquine seule. C'est rien que pour l'atteinte oculaire. Le risque de toxicité rétinienne de l'hydroxychloroquine chez une personne qui ne présente pas de pathologie rétinienne sous-jacente, ni d'obésité. Pourquoi ? Parce que les antipaludéens de synthèse ont tendance à être stockés dans la masse adipeuse, et donc la dose augmente du coup. Eh bien, cette toxicité rétinienne n'interviendrait pas avant 5 ans de prise continue. Donc il y a quand même un bon petit délai. Et le mécanisme de la toxicité des antipaludéens de synthèse au niveau rétinien serait secondaire en fait à l'accumulation des métabolites toxiques dans l'épithélium pigmentaire. Voilà pourquoi ça fait cette rétinopathie toxique qui est bilatérale. Les premiers signes de toxicité ils vont apparaître dans la région juxtamaculaire, donc autour de la macula, où la densité pigmentaire elle est particulièrement importante. L'atteinte toxique elle va débuter par une atteinte périfovéolaire, donc c'est-à-dire qui épargne la fovea, ce qui va respecter du coup l'acuité visuelle.
L'atteinte débutante, elle peut être détectée grâce à des examens complémentaires subjectifs qui vont nécessiter la collaboration du patient. Donc par exemple un champ visuel qui va retrouver des scotomes, voilà, et un ERG multifocal qui va retrouver une diminution des réponses périphovéolaires. Ces premiers signes de toxicité, bien sûr, vont imposer l'arrêt immédiat du traitement, car les mécanismes toxiques qui peuvent se produire et se poursuivre jusqu'à 6 mois, même après l'arrêt de la prise de ces antipaludéens. Et en cas de poursuite du traitement, il va alors apparaître la maculopathie toxique aux APS, donc aux antipaludéens de synthèse, en œil de bœuf, entre guillemets, qui est visible au fond d'œil, en OCT et en angiographie. Et alors dans ce cas, l'atteinte est irréversible. Donc il faut faire un bilan ophtalmologique avant la mise en place d'un traitement par APS, c'est un examen de référence en fait. Et après le suivi ophtalmo, il y aura un rythme adapté pour chaque patient qui sera déterminé selon les recommandations internationales avec l'ophtalmologiste. Et tout ça, ça va permettre d'éviter les complications dans la majorité des cas. Le plus souvent, il y aura un bilan pré-thérapeutique du coup, et après un bilan annuel à partir de la 5e année de traitement, c'est là où on a vu qu'il y a les premiers signes de toxicité qui apparaissaient. Et donc là, à partir de la 5e année, on fait un bilan annuel qui va comprendre un champ visuel automatisé et un OCT maculaire. Voilà pour la maculopathie aux antipaludéens de synthèse, à savoir chloroquine, hydroxychloroquine. Donc si on doit retenir un truc, c'est qu'il vaut mieux utiliser l'hydroxychloroquine qui a moins de chances de créer ces maculopathies médicamenteuses. Ensuite, les maculopathies aux inhibiteurs MEK. Donc les inhibiteurs MEK ou les inhibiteurs MEK vont agir sur des voies intracellulaires qui sont appelées la voie MAPK, qui peuvent être trop actives dans certains cancers solides. Donc ces inhibiteurs sont de plus en plus utilisés en oncologie, et notamment dans la prise en charge des mélanomes métastatiques, qui sont des cancers très agressifs de la peau. Les symptômes oculaires vont survenir souvent de manière aiguë, ou de manière rapidement progressive en tout cas. L'atteinte rétinienne la plus fréquente, elle va se traduire par l'apparition spontanée de petites bulles de décollement séreux rétinien. Ces bulles sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement, voire même des fois juste avec la diminution de la posologie. Néanmoins, lorsque celle-ci n'entraîne pas une baisse d'acuité visuelle majeure, le rapport bénéfice-risque de la continuité du traitement anticancéreux doit être discuté entre l'ophtalmologiste et l'oncologue. Voilà, est-ce qu'il vaut mieux perdre la vue ou perdre la vie? Ça se joue à une lettre près, mais ça n'a rien à voir. Une autre complication, moins fréquente mais plus grave, peut survenir dans le cadre de la prise d'anti-MEK. Ça va être l'occlusion de la veine centrale de la rétine. Dans ce cas, l'arrêt du traitement est quand même généralement proposé pour éviter la bilatéralisation des symptômes qui pourrait gréver le pronostic visuel du patient. Voilà. Occlusion de la veine centrale de la rétine qui, on le rappelle, va créer un œdème maculaire. Et donc aggraver cette maculopathie aux inhibiteurs MEK. Et enfin, la maculopathie au nitrite d'alkyle, que l'on appelle également le poppers. Donc ça, c'est une affection rare, mais qui peut survenir de manière aiguë, quelle que soit la chronicité de la prise de cette substance. C'est-à-dire que qu'on la prenne depuis longtemps ou pas, ça peut survenir de manière aiguë. Voilà, c'est un peu la roulette russe. Les nitrites d'alkyle, ils étaient autrefois utilisés dans la prise en charge de l'angor, du fait de ses propriétés vasodilatatrices. Ça a été abandonné ensuite au profit de la trinitrine, qu'on connaît tous maintenant. Et donc maintenant, le popper, sous les nitrites d'alkyle, ils font maintenant l'objet d'un mésusage par ses propriétés récréatives. Euphorie, sensation ébrieuse, donc comme si on avait bu de l'alcool, et stimulation sexuelle, voilà, de par les propriétés vasodilatatrices, j'imagine. La présentation clinique, elle est caractéristique et elle va montrer dans les heures ou les jours qui suivent l'inhalation de la substance une baisse d'acuité visuelle avec des phosphènes
et un microscotome central. L'examen du fond d'œil peut montrer de petites taches jaunâtres au niveau de la macula, mais il peut également être normal. L'OCT, quant à lui, qui est plus précis, la tomographie, par cohérence optique, va montrer une atteinte des photorécepteurs maculaires. Et là, il n'existe pas de traitement spécifique et l'évolution se fait généralement vers une disparition des symptômes en quelques jours. Il peut, par contre, dans certains cas, persister des séquelles visuelles qui va entraîner une baisse de l'acuité visuelle et des microscotomes irréversibles. Donc, petit conseil, ne vous amusez pas à sniffer du poppers. Il y a d'autres moyens plus safe de s'amuser. Et enfin, donc là, je vous rassure, on arrive vers la fin du chapitre. On va parler des neuropathies optiques toxiques. Elles ont en commun de se manifester par une atteinte bilatérale et progressive, et elles sont dominées par 4 causes. La première est liée à l'alcool. Tiens, mais on peut pas s'amuser ou quoi? On peut pas prendre de poppers, pas d'alcool, c'est quoi là, la prochaine étape? Voilà, bon, je me fais l'avocat du diable, bien sûr. Donc la neuropathie optique éthylique, elle est favorisée par le tabagisme associé. Voilà, on ne peut pas fumer non plus, super. On parle alors volonté de neuropathie optique alcoolo-tabagique. Typiquement, le champ visuel objective un scotome sécocentral bilatéral. En l'absence de sevrage avec supplémentation vitaminique, elle aboutit à la constitution d'une atrophie optique. Voilà, encore un des effets négatifs de l'alcool et du tabac, parmi tous les autres. Ensuite, les neuropathies optiques médicamenteuses. Elles sont observées principalement au cours de traitements antituberculeux, par l'éthambutol et l'isoniazide par exemple. Elles peuvent aboutir à une baisse d'acuité visuelle définitive qui impose du coup une surveillance régulière systématique des patients qui sont traités par ces médicaments-là. Et donc on va les surveiller par un examen du champ visuel et de la vision des couleurs. On va également leur faire des OCT de la papille avant le traitement, AJ21, AM2, donc au 2e mois, puis tous les 2 mois si on prolonge ce traitement-là. Et les neuropathies optiques, elles vont se révéler précocement par une dyschromatopsie d'axe rouge-vert, donc une diminution de la vision des couleurs dans le rouge et dans le vert. Après, on aura les neuropathies optiques professionnelles liées au plomb et les neuropathies optiques métaboliques, notamment au cours du diabète. Et enfin, non, ben là c'est un petit point dont on avait déjà parlé, c'est les cataractes secondaires iatrogènes, du coup. Là, comme on est sur la partie des médicaments, on le réévoque viteuf. Donc c'est les corticoïdes locaux ou généraux qui sont pris au long cours. Et donc là, ça va faire des cataractes de forme sous-capsulaire postérieure, qui, on le rappelle, affectent la vision de loin, mais également de près. Voilà pour ce chapitre qui n'en finissait pas, mais qui est quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'1h15, bon, sur les pathologies de l'œil, ça fait beaucoup. Allez, je n'en dis pas plus, je vous laisse tous profiter du reste de votre journée. Et puis moi, je vais me coucher. Et puis voilà, c'est le retour des épisodes, le 101e. Donc j'espère que vous êtes hypés pour la suite des épisodes, tout simplement, et de cette nouvelle saison qui démarre. Voilà, le format ne change pas. Il y aura une publication Instagram avec les iconographies et un petit mème que je m'amuserai à trouver. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Instagram, à mettre bien sûr un like sur la publication, à vous abonner sur Spotify ou sur Apple Podcast, ça c'est super important, ça permet de faire développer le podcast bien sûr. Et qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Le partager à vos potes qui ne connaîtraient pas encore, voilà, ça se fait toujours plaisir. Et puis, voilà, je pense que c'est la meilleure des façons de soutenir le podcast. Voilà, et bien sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis bon courage pour ceux qui passent leurs ZDN. A plus!